décidé de créer ce podcast pour vous inciter à marcher davantage, à faire un peu plus de NEAT, à être plus actif dans votre quotidien pour lutter contre la sédentarité. Et le but étant, au final, de vous accompagner dans vos marches à travers mes podcasts. Du coup, l'objectif est simple, comme je vous l'ai dit sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est Bloody Mary. C'est un podcast qui se veut participatif, c'est-à-dire que je vais traiter des sujets dont vous m'avez demandé en ouvrant à chaque fois une foire aux questions pour qu'ensuite je puisse vous répondre à travers les différents podcasts et les nombreux podcasts, je l'espère. J'espère que vous serez nombreux à me suivre et à me rejoindre dans cette nouvelle aventure. Au final, que tu sois passionné de sport ou pas, que tu cherches juste à retrouver l'équilibre dans ton alimentation, dans ta tête éventuellement, ou juste que tu souhaites m'écouter pendant ton NEAT, tu es le bienvenu. Aujourd'hui, on va parler renforcement musculaire, on va parler musculation pour tout le monde, mais en particulier pour les femmes. Et mon but ici, ça va être de vous expliquer pourquoi, si ce n'est pas déjà le cas, vous devez faire de la musculation. La musculation souffre encore pas mal de son image et de préjugés autour de ça, que ce soit le culturisme, la gonflette, le fait de manger full prot, riz poulet, le shaker de whey à la sortie de la salle, enfin vraiment que des gros clichés encore je trouve. Dès que je dis à quelqu'un que je fais de la musculation, on me regarde avec des grands yeux et limite j'ai une seringue qui dépasse des fesses encore. Mais bref, on est là pour démystifier tout ça ensemble, parler réellement de l'impact lié à la musculation. Est-ce que c'est vraiment adapté pour les femmes? Je vais vous expliquer tout ça. Du coup, la musculation, est-ce que c'est vraiment uniquement pour l'esthétisme et pour les hommes? Alors non, pas du tout. Il faut savoir que déjà de base, la musculation, c'est vraiment le sport complémentaire de tous les sports. Ça permet d'avoir une masse musculaire qui est développée de façon globale et peu importe l'activité physique autre que dans le milieu sportif professionnel, que ce soit les footballeurs, les basketteurs, les judokas, enfin vraiment tous les sports de façon générale, tous ces pratiquants-là vont pratiquer également la musculation parce que ça va permettre vraiment de complémenter leur sport de prédilection en développant leur masse musculaire générale, leur force générale et bien sûr leur physique. Du coup, concrètement, quels sont les bénéfices de la musculation? Alors, on va déjà parler de l'aspect santé. Avoir une masse musculaire développée. Alors, attention, je mets d'abord un petit disclaimer avant de continuer sur cette vidéo. Quand je vais parler de masse musculaire développée, je ne vais pas parler du physique de Arnold Schwarzenegger, qu'on soit d'accord. Avoir une masse musculaire développée, c'est pratiquer du renforcement, c'est développer un minimum sa masse musculaire, c'est du coup ne pas être complètement sédentaire et ne pratiquer aucune activité physique. C'est vraiment avoir une petite base. Je suis pas en train de parler d'un bodybuilder, ok? Donc, avoir un minimum de masse musculaire développée, être actif, pratiquer du sport, une activité physique, le renforcement, ça permet de réduire énormément de choses en réalité. Donc, il y a les risques de diabète, d'ostéoporose, de maladies cardiovasculaires, vraiment toutes ces maladies internes au corps, ça permet vraiment de réduire, voire de drastiquement limiter le risque. Après, il y a bien sûr toutes les maladies qui sont liées aux os et aux articulations, parce que le fait de pratiquer la musculation, de soulever des poids, ça permet non seulement de développer sa masse musculaire, mais ça développe aussi et ça renforce toutes nos articulations et nos tendons qui sont obligés, entre guillemets, de s'adapter à l'effort qu'on leur demande lors des entraînements. À savoir du coup que, surtout chez la femme, pendant la ménopause, même en préménopause, et surtout pour les femmes qui ont souffert de TCA et d'aménorrhée, donc c'est la perte du cycle menstruel, il y a un très gros développement de l'ostéoporose. Le fait de pratiquer la musculation va aider à contrecarrer un petit peu cette dégradation, en tout cas de la limiter au maximum. Donc c'est aussi pour ça que c'est super important. La femme est très à risque concernant l'ostéoporose, un processus qui se met en place quoi qu'il arrive de façon naturelle en pré et en ménopause. Et le fait de renforcer sa masse musculaire permet grandement de limiter cela. Ensuite, et pas des moindres effets positifs de la musculation, c'est la santé mentale. Ceux qui me suivent sur Instagram
femme avait vu un réel dans lequel je disais il n'est pas politiquement correct de frapper les gens, donc j'avais fait m'entraîner à la salle ou quelque chose comme ça. Le fait de s'entraîner, c'est prouvé scientifiquement, ça libère des endorphines qui ont un effet antidépresseur naturel. C'est pas une illusion ni une idée reçue de dire que réellement le fait de s'entraîner a des effets sur la santé mentale. Ça réduit grandement le stress, que ce soit du coup via la libération de ces endorphines, mais tout simplement, on va pas se mentir, soulever des grosses barres, ça fait toujours plaisir et ça permet vraiment de se défouler et de libérer les tensions qu'on peut intérioriser. Et enfin et surtout, bénéfice et pas des moindres de développer sa masse musculaire, c'est concernant sa composition corporelle. Développer sa masse musculaire, ça va augmenter son métabolisme de base. Chaque individu a un métabolisme de base qui est propre à son sexe, à son âge, à son mode de vie, à son alimentation et à sa composition corporelle. Et le fait d'augmenter sa masse musculaire, ça va développer sa composition corporelle et augmenter également son métabolisme de base. Pour faire simple, quelqu'un qui a plus de masse musculaire va avoir besoin de manger plus sans prendre de poids. Ça, on va jamais dire non à une petite part de gâteau en plus qui nous coûte rien en cale. Donc grosso modo pour les bénéfices, c'est ça. Ensuite, on va plutôt passer au côté mythe et préjugés, idées reçues concernant la musculation. Je pense que le premier, lorsqu'on parle de musculation pour les femmes, et la première réflexion qu'on entend souvent, c'est « je veux pas devenir trop musclée ». Comment vous dire que ça n'arrivera pas? Il y a sincèrement aucun risque, de façon naturelle en tout cas pour une femme, de devenir trop musclée ou d'obtenir le physique d'un homme. Nous sommes deux sexes différents, on ne sécrète pas les mêmes hormones, c'est physiologiquement impossible qu'une femme obtienne le physique d'un homme. En tout cas, de façon naturelle, bien sûr. La femme est faite naturellement pour stocker du gras, pour la procréation, et pas pour développer sa masse musculaire. Donc déjà, de base, ça sera quelque chose de plus difficile pour la femme, parce que son corps n'est pas fait pour développer la masse musculaire, au contraire de l'homme. Grâce notamment à la testostérone, le corps d'un homme est fait pour développer plus naturellement de la masse musculaire. Donc le seul risque en tant que femme que vous obtiendrez en vous entraînant en musculation, c'est juste d'avoir un corps svelte, tonique, avec des formes là où on aime avoir des formes, mais en aucun cas un corps masculin, encore une fois, tant qu'on reste naturel. Ensuite, concernant les mythes toujours de la musculation et les femmes, c'est tout simplement parce que ça reste encore mal vu pour une femme de pratiquer la musculation. On associe encore ça aux hommes et que les femmes devraient rester au coin cardio sur le tapis, le vélo elliptique, mais pas au coin des haltères. Ça fait quand même quelques années maintenant que je m'entraîne en musculation et j'ai pu constater que au fur et à mesure des années, il y a quand même de plus en plus de femmes qui prennent leur place dans le coin musculation. En aucun cas, j'ai déjà vu des femmes se faire refouler ou mal regarder ou maltraiter parce qu'elles viennent dans le coin musculation. Encore une fois, je pratique maintenant depuis plusieurs années. J'ai déjà et même très souvent été la seule fille dans le coin musculation. À aucun moment, je n'ai souffert de réflexion. Ça reste vraiment un préjugé qui n'a pas lieu d'être. Bon, après, c'est pas le tout. C'est déjà très bien de vouloir s'y mettre, de s'y intéresser et de se lancer. Mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est au milieu de tout ça? Très sincèrement, ça, c'est un point que je comprends parfaitement puisse être un frein. C'est-à-dire que c'est bien d'être motivé, de vouloir se reprendre en main et de pratiquer cela, mais c'est pas inné à tout le monde de faire un bon programme d'entraînement, de savoir comment s'entraîner, de connaître les bases, tout simplement. Moi, tout ce que je peux vous conseiller, évidemment, c'est de, au moins les premiers temps, pour vous mettre en route, de demander l'aide d'un coach, parce qu'encore une fois, c'est pas inné de savoir quoi faire, comment le faire, qu'est-ce qui est adapté. Quand on démarre tout autre sport, on est toujours dans le cadre d'un club avec un professeur. Parce que la musculation, quand on démarre, alors ça reste un sport quand même très autonome, très solitaire, mais on a tous un point de départ et encore une fois, c'est pas inné de savoir quoi faire et comment le faire.
Même avec du recul, c'est ce que j'aurais dû faire moi-même dès le début. J'ai un petit peu tardé à le faire. Démarrer avec un coach, ça propulse les résultats et ça les accélère, mais de façon inégalée de toute façon. Donc très sincèrement, moi, si j'avais pu recommencer depuis le début, j'aurais demandé l'aide d'un coach tout de suite. Ça m'aurait fait gagner un temps fou. Donc maintenant, moi, en tant que coach, je vous conseille une seule chose, c'est que quand vous démarrez votre pratique, demandez l'aide d'un coach. Faites-vous aider, faites-vous encadrer. Au moins, vous aurez des bases solides pour pouvoir continuer par la suite de façon autonome. Allez, comme d'habitude, avant d'enregistrer un podcast, j'ouvre une foire aux questions sur Instagram pour répondre plus précisément à vos questions concernant le sujet du jour. Je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. En général, tu recommandes combien en termes de volume, fréquence, etc. Ça, très honnêtement, il n'y a pas de formule magique, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Depuis combien d'années tu pratiques déjà, ton expérience, ton niveau d'entraînement, ton objectif, tes points forts, tes points faibles éventuellement, si tu as un autre sport à côté. Enfin, il y a vraiment plusieurs facteurs à prendre en compte pour savoir vraiment quel volume d'entraînement, quelle fréquence, etc. C'est vraiment du cas par cas. Après, on va dire, pour quelqu'un qui débute, 3 entraînements par semaine, c'est une bonne moyenne. Ensuite, Laura, ma petite Laura, nous demande, qui est une de mes coachées au passage, comment savoir si on a atteint sa limite de prise de muscle naturelle. Alors Laura, je te rassure tout de suite et je vais rassurer tout le monde, avant d'atteindre cette limite, il y a de la marge. On peut compter qu'à partir d'une dizaine d'années d'entraînement sérieux, 8-10 ans effectifs d'entraînement régulier, sérieux, c'est à partir de là ta progression commence à ralentir, potentiellement que tu es proche de ta limite naturelle. En dessous de ça, tu peux y aller, on est tranquille, il y a toujours de quoi progresser, ne t'inquiète pas. Alors ensuite, j'ai eu quelques questions concernant quel exercice faire pour ceci, comment cibler la perte de gras pour là, etc. Alors là aussi, ça va être très simple, il n'y a pas d'exercice spécifique pour perdre du gras sur certaines zones. On ne peut pas cibler la perte de masse grasse, perdre du gras via bien sûr l'entraînement en ayant une activité sportive, mais surtout et essentiellement via l'alimentation, via un déficit calorique. Évidemment, on a tous des zones de stockage préférentielles. Les hommes, la plupart du temps, donc ça se situe au niveau du ventre et de la ceinture abdominale, les poignées d'amour, le bas du dos. Les femmes, c'est plutôt situé au niveau des fessiers, culottes de cheval et cuisses. Les zones de stockage sont là où on perd en dernier, là où le corps stocke ses petites réserves qu'il aime bien avoir pour assurer sa survie. Ça va être là où c'est le plus long à partir. Pas de recette magique, encore une fois. Activité régulière, déficit calorique et on perdra dans les zones concernées. Là, ensuite, on a quelques questions concernant le surentraînement. À partir de quand on parle de surentraînement? À quel moment l'entraînement devient contre-productif? Alors, vaste sujet, le surentraînement. Là, encore une fois, a priori, avant d'arriver vraiment au statut de surentraînement, il faudrait vraiment faire plusieurs séances par jour, tous les jours, avoir une très mauvaise récupération, une très mauvaise alimentation, ou en tout cas déséquilibré en macronutriments. Le commun des mortels qui s'entraînent, même une fois par jour, tous les jours, si et seulement si au niveau de l'alimentation et de la récupération, donc le sommeil, on est ok, on peut s'entraîner tous les jours, a priori il n'y a pas de problème à ça. Cependant, il y a quand même des éléments à prendre en compte et qui effectivement sont supposés nous faire tilter qu'il y a un des facteurs en tout cas qui n'est pas au point, soit trop de sport, pas assez de récup et pas assez d'énergie via l'alimentation. Donc d'abord au niveau des signes physiques, une fatigue constante, persistante, diminution des performances, de la force, de l'endurance évidemment, des courbatures, on a du mal à récupérer, donc forcément le muscle n'a pas le temps de se régénérer, donc il a des courbatures persistantes. Il peut y avoir aussi une fréquence cardiaque élevée au repos qui est supposée mettre un petit peu la puce à l'oreille là aussi, des troubles du sommeil et bien sûr un risque de blessure. Donc si on a des blessures répétées, il faudrait lever un petit peu le pied. Et il y a aussi des signes psychologiques comme le fait de se sentir tout le temps stressé ou irritable, d'être un petit peu tout le temps sur les nerfs en fait, parce que le système nerveux n'a pas le temps de récupérer par trop de sollicitations via l'entraînement ou pas assez de récupération. Après, d'autres signes comme une mauvaise immunité, donc on tombe facilement malade. Chez les femmes, il y a évidemment l'aménorrhée, donc c'est la perte du cycle menstruel. Donc voilà, si on a
des signes comme ça, évidemment, il faut se poser un petit peu des questions, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors, pas forcément du surentraînement, mais encore une fois, il faut tout regarder, que ça soit notre fréquence d'entraînement, notre volume d'entraînement, mais aussi notre récupération, notre alimentation. Est-ce qu'on mange vraiment suffisamment en rapport de notre activité? Faire beaucoup de sport, avoir un haut volume d'entraînement, c'est ok, mais il faut avoir l'alimentation en rapport et donc un haut volume aussi au niveau de l'alimentation. Alors haut volume, pas forcément en termes de volume alimentaire, mais plutôt en termes de volume calorique. Enfin, tout ça pour dire, et ça servira d'une belle conclusion, je trouve, s'entraîner, avoir une activité sportive pour sa bonne santé, pour sa longévité. Oui, bien sûr, un grand oui pour ça, mais évidemment toujours de façon adaptée et en prenant soin d'avoir la récupération et l'alimentation en adéquation de tous ces objectifs. J'espère que ce podcast vous aura plu, que j'aurai répondu à vos questions. J'attends bien sûr vos remarques, éventuellement vos critiques aussi, pour m'aider à m'améliorer dans les prochains podcasts. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura appris des choses. Dites-moi en commentaire également quel sujet vous voulez que je traite. Et dans tous les cas, on se retrouve sur Instagram et ici pour les prochains podcasts. À bientôt.